Bonjour tout le monde, du coup vous êtes sur ma chaîne podcast Nelly. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis photographe professionnelle pour les particuliers et les professionnels. Donc ma zone géographique s'étend aussi bien sur Bourg-en-Bresse que sur Annecy. Et comme vous le savez, je suis à cœur de toujours m'intéresser à ce qui gravite autour de nous d'un point de vue santé. Parce que voilà, l'image ne se définit pas seulement à un simple paraître. Aussi, pour être à l'aise avec son corps et avec son image, il faut être à l'aise aussi à l'intérieur de soi, dans sa tête et dans l'ensemble de son corps physiquement. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une thématique qui pour moi est assez importante et qui touche pas mal de personnes. En tout cas, un bon nombre de personnes qui, ce sujet peut être assez tabou ou du moins méconnu. Et je veux toucher le système digestif, notre deuxième cerveau. Et oui, ce deuxième cerveau qu'on ne fait pas attention de qu'est-ce qu'on mange, de comment on doit réagir par rapport à ça et qui est assez handicapant dans la vie de tous les jours. En fait, pour parler justement de tout ce sujet-là, j'ai demandé à Nathalie qui est présente avec moi aujourd'hui de pouvoir partager un petit peu aussi ce qu'elle vit au quotidien. Donc bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, donc Nathalie va pouvoir parler avec moi de ce sujet et moi aussi j'aurai à cœur de pouvoir vous en parler. Avant toute chose, avant qu'on passe sur cette interview, cet échange, je vais vous parler tout simplement de ce qu'on appelle une bactérie qui s'appelle l'Helicobacter pylori. Donc en fait cette bactérie, c'est vrai que c'est un nom un peu barbare, mais vous l'entendrez assez souvent pour les personnes qui par exemple ne savent pas si elles n'ont pas un ulcère à l'estomac. Ou voilà, c'est une bactérie en fait tout simplement qui est responsable des gastriques. Donc les gastrites en fait c'est une inflammation qui est liée à la paroi de l'estomac. Donc je vous ai parlé d'ulcère digestif parce qu'effectivement c'est souvent cette bactérie qui est responsable de ça. Et c'est on va dire le premier facteur qui peut engendrer des risques de pathologies plus importantes allant jusqu'au cancer gastrique. Après, vous allez me dire, ouais, mais comment on peut attraper ça ? En fait, elle se développe déjà uniquement dans l'estomac. Il ne faut pas être hypocondriaque. On n'attrape pas cette bactérie n'importe comment ni n'importe où et malheureusement, elle ne prévient pas. Quand elle arrive, ça arrive. Après, on va justement voir que cette bactérie peut développer d'autres choses que l'ulcère. L'ulcère, c'est quelque chose qui n'est pas forcément gravissime si c'est pris à temps. Et vous pouvez faire ce qu'on appelle, vous voyez votre médecin et vous pouvez faire ce qu'on appelle de la gastroscopie. Et en fait, c'est un médecin qui est certifié qui va vous faire cet examen-là. Il va passer un petit tuyau dans votre gorge ou par votre nez. Bien sûr, vous êtes endormi de manière locale et en fait, il va passer sa petite caméra et il va voir ce qu'il y a dans votre estomac, tout simplement. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'est pas douloureux, c'est pas quelque chose de pénible, ça dure pas longtemps, mais c'est quelque chose qui est intéressant de faire dans le sens, si vous voulez, un petit contrôle technique, on va dire, de votre estomac. C'est comme un contrôle technique de voiture, on fait un check-up et ça passe tout seul. Après vous avez donc pour soigner tout ça vous avez après des gels à boire, des boissons un peu particulières qui sont pas agréables, mais l'ulcère ça peut partir assez vite. Après par contre on peut aller sur ce qu'on appelle de la colopathie fonctionnelle où là c'est un petit peu plus délicat et un peu plus handicapant. Donc la colopathie fonctionnelle ou syndrome de l'intestin irritable pour ceux qui connaissent aussi l'autre terme. En fait, ça c'est une maladie qui est plus fonctionnelle liée à l'intestin. Là, elle se caractérise par des douleurs qui sont liées à des douleurs abdominales chroniques ou des troubles du transit. Quand on dit troubles du transit, c'est constipation, diarrhée ou alternance des deux. Après, bien sûr, en fonction des personnes, il y a un seuil. Il y en a certains, ça va être peut-être léger, d'autres c'est un peu plus important, voire très handicapant sur comment on mange, est-ce que je peux sortir manger avec des amis en ville, est-ce que je ne vais pas avoir une crise au niveau de mon estomac. Cette crise-là, en plus, elle peut être manifestée de différentes façons. Il faut savoir que la colopathie fonctionnelle ou syndrome de l'intestin irritable touche à peu près 5% de la population française. Et en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on peut totalement soigner. On est obligé d'apprendre à vivre avec parce que c'est chronique. Et en fait, ça touche les personnes qui ont entre 30 et 40 ans. Et ça peut se manifester dès l'enfance ou dès l'adolescence. Donc après, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on mange et aussi à son, à son stade pathologique de départ. Parce qu'on a aussi peut-être des antécédents qui font que dans notre famille, on peut avoir des personnes qui sont déjà touchées par ces pathologies-là. Donc il faut surveiller même si ça ne se transmet pas forcément.
Après, il faut savoir que ça touche principalement les femmes, malheureusement. Après, les hommes peuvent être aussi touchés, je tiens à le dire. Après, comment ça se manifeste en fait, tout ça, c'est tout simplement des contractions que vous avez au niveau de l'intestin grêle et du côlon. Donc, comme je vous disais, qui sont plus ou moins fortes et qui vont accélérer ou ralentir votre digestion. Voilà. Donc forcément, qui dit digestion ralentie, dit manger plus doucement, dit manger des choses un peu moins lourdes, un peu moins grasses, un peu moins riches, un peu moins sucrées, tout ça parce que le sucre, ça va nourrir des petites bactéries aussi. Donc voilà, on doit faire attention et avoir une sorte de régime, parce qu'il y en a certains, ils ont des régimes un peu obligatoires et forcés pour pouvoir avoir un intestin qui marche bien, on va dire, qui les gêne moins. Et en fait, pourquoi cette colopathie fonctionnelle est gênante et comment, en fait, en quoi ça se caractérise, hormis les contractions et ce souci de digestion, c'est tout simplement qu'en fait, les intestins sont plus sensibles que d'autres personnes à la moyenne. Donc en fait, vous avez plus souvent des ballonnements, des flatulences, des contractions de l'intestin. Et ces ballonnements, justement, ça peut s'accompagner souvent de bruits à l'intérieur du tube digestif qui sont dus en fait au déplacement des gaz et des liquides. Et en fait, ça peut créer des douleurs, les flatulences, ou peut-être aussi ça peut faire tout simplement beaucoup de bruit. Et ça, au quotidien, voilà, on peut se retrouver par exemple au travail après avoir mangé et que notre ventre fait des gargouillements un peu bizarres et quand les personnes sont autour de nous, peuvent dire « Ah tiens, t'as encore faim ?» Non, c'est mon ventre qui digère. Et les bruits, des fois, on veut les faire taire, mais non, ils sont plus forts que nous et ça gargouille de plus en plus fort. En fait, plus on va être stressé, plus ça va ressortir. En fait, c'est un peu un cercle vicieux par rapport à ça. Et en fait, au niveau de... Justement, par rapport aux facteurs, qu'est-ce qui peut aggraver ? Il y a le stress. Il faut dire ce qu'il y a. On vit quotidiennement avec le stress et c'est une catastrophe par rapport à ça. Ça n'améliore pas. Et aussi notre alimentation, parce que mine de rien, on ne fait pas attention à ce qu'on mange, à la manière de manger, aux heures aussi dont on mange. Il y en a certains qui ont besoin de manger plus de petits repas à intervalles réguliers, d'autres qui ont besoin de manger que peu de repas. Tout dépend faut être beaucoup à l'écoute. Voilà, donc tout ça, pourquoi j'en venais à ça, c'est parce qu'en fait, voilà, au niveau d'une photo, il y a des personnes qui des fois vont être ce qu'on appelle en crise. Et oui, effectivement, notre ventre n'est pas plat comme dans les magazines qu'on voit où les mannequins ont un ventre extrêmement plat avec des abdos de fou. Et ça, peu importe si on fait ou pas du sport, parce que mine de rien, faire des crunchs ou des abdos alors qu'on a une colopathie fonctionnelle, c'est interdit. On évite de faire ce genre de choses parce que qui dit solliciter abdos, dit solliciter appareil digestif. Enfin voilà, c'est vraiment un cercle. Voilà. Il y a Nathalie qui rigole à côté de moi, mais c'est parce qu'on va pouvoir en parler un petit peu plus en détail. Mais effectivement, c'est pas, voilà, c'est assez handicapant pour beaucoup de choses. Et en fait, tout ça, ça peut amener à des fois des douleurs qui sont plus importantes ou des maladies plus importantes, qui sont notamment le cancer du côlon ou la maladie inflammatoire chronique intestinale, qui est la maladie de Crohn par exemple, où là effectivement c'est un stade très très avancé et ces personnes-là, elles sont à un stade où, voilà, là c'est plus des antibiotiques qu'il faut, c'est de la chimio. Donc c'est plus lourd et un suivi plus important. Justement, j'allais te demander, Nathalie, Oui. par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer, toi, comment tu te situes par rapport à ces symptômes ? Toi, déjà, quel type de symptômes tu as et comment tu as détecté ça, à quel âge ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors moi, dans tout ce que tu as dit, je me suis reconnue. Tu as parlé des différentes étapes. Déjà, j'ai commencé, moi, il y a une quinzaine d'années, par l'Helicobacter pylori. Donc, on a détecté ça parce que j'avais une gêne au niveau digestif, mais surtout au niveau de l'estomac, ça me brûlait, j'étais pas à l'aise. Donc, j'ai passé une batterie d'examens. Et là, on a vu qu'effectivement, j'avais un hélico, mais je pense qu'il était installé déjà depuis un petit moment. Donc, ça a provoqué une gastrite qui est pratiquement chronique. Maintenant, je sais qu'il y a des aliments que je ne peux pas digérer. Mais en même temps, au niveau intestinal, c'était catastrophique. C'est-à-dire que, comme tu as dit, je passe toujours d'ailleurs, donc ça fait un bon nombre d'années, de la constipation. Parfois, je me vide, parfois c'est carrément la diarrhée. D'accord. Et donc, ce qui me gêne le plus, en fait, c'est beaucoup de flatulences. Ok. C'est-à-dire que parfois, voilà, ça m'est déjà arrivé malheureusement d'être en public et d'être très gênée par rapport à ça.
les bruits dont tu parles. C'est souvent les moments de silence. Voilà, les moments de pas trop de bruit. silence. Après, c'est même dans la famille, on m'appelle la péteuse. Bon, voilà, c'est mon petit surnom. Après bon, on en rigole parce que quand c'est au niveau familial, les bruits, pendant les réunions professionnelles où il y a un grand silence, il y a qu'une personne qui parle et puis ouais, le ventre qui lui parle. On dirait qu'il y a un alien dans le bide. Ouais, on digère très mal aussi. Donc c'est vrai que par exemple les restos, par exemple hier, pas plus tard qu'hier, on a fêté Noël avec mon service. Donc on a fait un resto, je savais pertinemment qu'en sortant, je me suis fait plaisir. On a pris entrée, plat consistant, dessert. J'ai été assez sérieuse, j'ai pris qu'un verre de vin, mais après, le soir, je digérais encore. Après, tout de suite, tu as le ventre qui gonfle. Tu as l'impression d'avoir fait un repas, mais d'avoir avalé... Royal, quoi. Voilà, royal. C'est un peu comme les personnes qui se blindent le ventre et qu'elles sortent elles doivent enlever le bouton, quoi. C'est ça, c'est ça. Et voilà, et puis j'ai digéré jusqu'à 21h, j'étais en train de digérer, j'avais des remontées. Ah oui, et puis tu avais commencé à manger à quelle heure ? À midi. Ah oui. Mais c'est un repas qui s'est, s'est un peu étalé, voilà, de midi à 14h30, on a mangé. Mais je sais, par exemple, là, il va y avoir les réveillons bientôt, de Noël et du jour de l'an. Je sais pertinemment qu'après, je le paye au centuple. Ouais. C'est-à-dire que, du coup, le restaurant, maintenant, c'est pas devenu un plaisir. C'est un plaisir parce qu'on rencontre des gens, etc., qu'on est avec des amis. C'est convivial, quoi. C'est convivial, mais physiquement, je sais qu'après, ça va être compliqué. Voilà. Ouais, donc les périodes de fête, c'est pas quelque chose. Voilà, donc la colopathie fonctionnelle, c'est chronique parce que je fais attention à ce que je mange. Je sais qu'il y a des choses que je peux plus manger, je ne sais pas pourquoi. Enfin, il y a des fruits, il y a des. Comme quoi, par exemple, que tu peux plus manger. Par exemple, il y a un fruit qui m'est vraiment très pénible à manger et que j'adore, c'est l'ananas. Oh, c'est bon ça. Mais petit à petit, j'en élimine de plus en plus la clémentine. Et peu importe la forme ? Peu importe la forme, ouais. Ok, même en jus de fruits ? Oui, oui. En effet, oui. Je crois que petit à petit, en fait, avec les années qui passent, je suis en train d'éliminer de plus en plus de choses. D'accord. Ça, je m'en suis aperçue. Avec le temps, il y a des choses, la clémentine, je la digère très mal. Il y a la viande, ça commence à devenir compliqué, certaines viandes. Les viandes très grasses, par exemple. Les sauces. Les plats en sauce, parce que parfois mes copines me disent « Ah, ça y est, la Nat, elle est au régime. » Non, c'est pas un régime pour maigrir, c'est un régime... pour être bien, quoi. Pour être bien, pour surtout pas mal digérer. Et je sais que les sauces, il y a des sauces, ça me fouette direct, quoi. Tu vois, je peux pas... mon mari qui est réunionnais, il aime bien les plats épicés. Et moi, c'est vrai que parfois, il me dit c'est fade, parce que, bon, après, je lui dis, rajoute ton piment, parce que moi, voilà, les épices, tout ça, c'est catastrophique. Ça ventre, mais petit à petit, je me connais de mieux en mieux. Donc, du coup, je fais très attention à ce que je mange. Ok. Mais là, comment tu as détecté que tu avais ça ? C'est que tu as eu des douleurs à tes débuts ? J'ai eu des douleurs. Ça m'est arrivé même d'aller aux urgences. Okay. Tellement j'avais mal, j'étais pliée en deux. Une fois, je me rappelle, au bureau, je me suis allongée par terre parce que j'étais pliée, mais vraiment au niveau du ventre. Ça serrait le ventre, ouais, en fait. Ouais, ça au niveau du ventre. Ouais, et du coup, je suis allée aux urgences. Et de fil en aiguille, on m'a passé des examens. Et comme donc, il y a la gastroscopie. Gastroscopie, j'en ai passé 2. Coloscopie, j'en dois en être à 3-4. D'accord. Donc, j'ai passé une batterie d'examens. Et c'est là où on a détecté, le gastro-entérologue m'a dit, vous avez une colopathie fonctionnelle, mais on ne peut rien faire. Bon, la coloscopie, ça a permis de détecter que j'avais un polype, donc ça tombait bien, comme ça on l'a enlevé. Ça a évité plus tard peut-être d'avoir un cancer du côlon. Bien sûr. Et voilà. Mais c'est vraiment toute la zone ventre, on va dire, estomac, intestin qui est brassée, quoi. Ok. Après, c'est vrai qu'on a évoqué, mais pour les auditeurs, ceux qui ne savent pas, la différence entre une gastroscopie et une coloscopie, c'est qu'en fait, c'est un examen qui est passé quand même à l'hôpital. C'est juste 2 examens totalement différents. La gastroscopie, c'est quelque chose qui dure même pas 5-10 minutes. C'est très rapide. Après, en fonction de l'hôpital où vous êtes, c'est un tuyau qui se passe par la gorge ou par le nez. On vous met un spray dans le nez qui endort en fait votre gorge. Vous ne sentez plus votre glande. C'est assez perturbant. Et en fait, ça permet de passer justement ce tuyau où il y a une petite caméra. Ils peuvent même faire des prélèvements au niveau de l'estomac. Et ça, c'est pour passer par le haut de votre appareil digestif ou le haut de votre appareil digestif. Tandis que la coloscopie, vous avez plus une anesthésie générale parce qu'il ne faut pas bouger. Et là, en fait, il y a une préparation. C'est-à-dire que la coloscopie, c'est pour voir tout votre appareil digestif qui est après le ventre.
Et en fait, ils doivent passer par tous ces petits tuyaux, si on peut dire ça, parce que votre côlon, tout, votre intestin, il faut savoir que c'est quand même hyper grand. Voilà, on se rend pas compte parce que c'est dans notre petit ventre et c'est tout bien imbriqué, notre corps est bien fait, mais c'est l'organe qui est assez long chez nous. Et en fait, tout ça, il faut pas bouger et ça travaille énormément. C'est ça qui permet justement de bien digérer, de tout se passe bien. Et en fait, la colopathie, vous avez vraiment une préparation qui est un peu plus poussée, qui est un peu plus difficile à vivre, je dirais. Parce que vous avez déjà beaucoup de préparation, déjà un rendez-vous avec l'anesthésiste, le rendez-vous avec le gastrologue, plus derrière vous avez un régime à suivre, plus après vous avez aussi des boissons à boire pour bien nettoyer votre intestin. Parce que mine de rien, quand la caméra doit passer, il faut que tout soit propre et nickel, parce qu'il faut qu'il voit tout. Et voilà, je sais que c'est assez dur. C'est assez dur, mais par contre, ça permet de voir énormément de choses. La médecine, maintenant, est super bien faite. Et en fait, ça permet justement de détecter la bactérie, tu m'as dit le polype. Le polype. Oui, les polypes. Voilà, il y a ça. Et puis aussi, de voir la colopathie. C'est comme ça qu'on détecte aussi le Crohn donc quand c'est déjà bien installé. Ok, bon, voilà, on détecte aussi le Crohn. Donc, vous voyez, comme quoi, ces examens-là, ça fait un peu peur, dit comme ça. Mais c'est des examens, si vous voulez être sûr, c'est bien de les faire comme ça, on est tranquille. Après, comment dire, par rapport à tout ça, comment dire, je voulais dire qu'en fait, derrière, il se peut qu'il n'y ait rien. Moi, je vais vous donner un exemple. J'en ai fait aussi des gastroscopies, coloscopies. Il n'y a pas d'âge, comme on dit. De toute façon, c'est entre 30 et 40. C'est pile poil dedans. Je suis pile poil dedans. Mais voilà, il n'y a pas d'âge. Ça peut commencer beaucoup plus jeune. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas traîner. Et en fait, moi par exemple, je souffre de ce qu'on appelle du syndrome de l'intestin irritable. Donc ça se rapproche énormément de la colopathie fonctionnelle parce qu'en soi, c'est des termes qui sont un peu différents. Enfin, pas si différents que ça en soi parce que ça se rejoint au niveau de l'appareil digestif. Mais derrière, il faut savoir que moi, c'est le stress qui m'a provoqué tout ça. J'ai des intestins qui sont tout contractés, tout stressés, ils travaillent trop et je les laisse pas tranquilles, donc il y a un moment donné, voilà, c'est pas tip top. Mais justement par rapport à ça, en fait avec Nathalie, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait nous on fait beaucoup de sport, on est des femmes quand même hyper actives. Et justement, j'allais te demander, Nathalie, pour ceux qui pensent que voilà, si on a ça, on peut pas faire de sport. Toi, comment justement tu arrives à gérer à ce niveau-là? Est-ce que tu te fais des plats bien spécifiques? Est-ce que tu as une préparation? Comment tu te prépares par rapport au sport? Par rapport au sport, non, j'ai pas de préparation. Simplement, quand je sais que par exemple j'ai une semaine où j'ai beaucoup de sport, parce que moi, ma première passion à la base, c'était la course à pied. J'aimais beaucoup la course à pied. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce que la course à pied, ça stimule beaucoup les intestins, la vessie, etc. Et les intestins, par contre, quand j'ai une course sur un peu plus longue, on va dire, qui va durer, je suis obligée, par exemple, de prendre un Imodium. D'accord, c'est quoi en fait? Un antidiarrhéique, quoi, pour pas avoir des problèmes de sel, voilà. Parce que ça m'est arrivé, par exemple, en ville, pendant des footings. Ouais. Quand c'est l'hiver, ça va. Mais ça m'est arrivé de me vider et de ne pas avoir le temps de rentrer. Ah oui, c'est... Donc voilà, ça m'est arrivé de ressembler à Madame Caca, quoi. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Donc du coup, maintenant, quand je sais qu'il va y avoir, je sais pas moi, qu'il va y avoir des gens sur le bas-côté, une course officielle ou des trucs comme ça, je prends un médicament pour arrêter le transit. Okay. Il ne faut pas le faire souvent, il faut pas mais je le fais vraiment une fois comme ça, parce que je fais plus de toute façon beaucoup de courses avec Dossard. Mais c'est vrai que je suis obligée de faire ça. Ça doit te manquer un petit peu, non? Non, parce que j'ai plus les capacités non plus. Parce que, voilà. Parce que maintenant, ça devient plus compliqué. Mais c'est vrai que je fais attention. Mais ça m'est arrivé, par exemple, d'aller à la piscine, de sortir de la piscine et d'avoir plein de gens qui étaient allongés et malheureusement, de ne pas pouvoir me contenir, quoi. Ouais, donc assez handicapant quand même. Voilà, ouais. Ça peut être handicapant. Après, même la piscine, j'aurais pas pensé... Je sais pas, est-ce que c'était parce qu'il faisait chaud et parce que... le changement de température. Et parce que j'avais nagé, j'avais stimulé peut-être la machine, quoi.
Mais en tout cas, là ça avait provoqué, Ouais. Mais mes intestins étaient... course à pied, ouais, je te rejoins parce que c'est vrai que mine de rien, quand on court, ça fait des impacts et en même temps, notre estomac, bah, il bouge. C'est ça. Il fait C'est des ça. hauts et bas, notre estomac, quand on court. Donc, C'est ouais, non, ça. je comprends. Et puis les intestins, on ramasse aussi parce que du coup, ce que je sais, ce que le gastro-entérologue m'avait expliqué, c'est que le sang, en fait, le corps est bien fait. Quand tu fais de la course à pied, le sang, il va vers les organes dont tu as le plus besoin. Donc le cœur, les jambes, etc. Et donc, il irrigue moins les intestins. D'accord. Et l'intestin, du coup, il est un peu en souffrance. Ok. Ah oui. Donc tout s'explique aussi. C'est que tu le mets à rude épreuve, Ok. finalement. Et là, maintenant, tu compenses comment? Parce que vu que là, la course à pied, tu as dû limiter, voire même limite un peu arrêter ou faire moins. Non, pas arrêter, pas arrêter. Pas arrêter, mais vraiment. Le truc qui me fera arrêter, c'est vraiment quand je pourrai plus. Tu pourras plus bouger, C'est quoi. quand mes jambes, elles seront Elles plus. ne pourront Voilà, plus, ouais, voilà, ok. c'est ça qui me fera arrêter. Et même comme ça, je me dis, il y a toujours des possibilités. Pour qu'elle marche, c'est bon, j'y vais. Non, mais voilà, ça c'est après, voilà, c'est un truc, c'est vraiment quelque chose qui m'aide aussi, Ok, qui m'aide à surmonter aussi les différentes pathologies que j'ai. d'accord. Parce que si tu es bien, enfin, quand même des endorphines, tu as tout ça, et du coup, ça te fait du bien. Oui, ça te vide la tête. Voilà, ça te vide fait la du tête, bien, et ouais. c'est très bon aussi pour abaisser ton stress. Exactement. Ouais. Exactement, oui, le sport, oui, c'est Voilà, cet donc du avantage-là. coup, comme c'est un anti-stress, et ben du coup, au moins pendant les heures où tu fais du sport, t'es bien. Que ce soit le fitness ou peu importe le sport, mais t'es bien. Donc du coup, ça a un effet bénéfique, je pense. Ok. Et au niveau, toi, au niveau sport, tu fais quel type de sport et au niveau fréquence? Alors au niveau du sport, ben, je cours 3 fois par semaine. Ça, c'est ma base, voilà. 4 si vraiment j'ai un truc de prévu. Et après, je fais un peu tout, de la zumba, du fitness, voilà. Après, je change de l'aquabike. J'aime bien être touche à tout, voilà. Hyper active. Du moment que mon corps, il bouge. C'est ça qui est important. C'est déjà pas mal, hein. C'est important. C'est déjà pas mal. Là, c'est bien, c'est qu'au moins tu montres que c'est tout à fait possible de faire du sport. Même si on a ça, on peut toujours en faire. C'est juste que là, par contre, tu te fais un régime particulier ou pas? Par exemple, quand tu dois aller courir, est-ce que tu manges avant? Est-ce que tu manges après? Non, parce que je vois, par exemple, quand je cours le matin, j'ai pris mon petit déjeuner, un bon petit déjeuner, je le prends 1 heure, parfois même pas 1 heure avant, et ça me pose pas de problème. Si c'est mon petit footing habituel, tout ça. Par contre, si c'est plus long, là, j'adapte quand même. Je vais pas prendre un gros petit déjeuner pour être pas trop, pour que la digestion elle soit pas trop importante. Je vais jamais, par exemple, aller courir après un déjeuner le midi. Ah oui. Ça, par contre, j'évite. C'est trop lourd, ouais. Non, c'est trop lourd. Ma digestion, elle est trop lente. Ok. Moi, ma digestion, elle met 2 heures, 3 heures. C'est vraiment trop lent et ça va me gêner. D'accord. Je vais être plus fatiguée. Je vais être plus gênée. Je vois ce que tu veux dire. Et il y a des aliments que tu favorises plus maintenant, qui t'aident beaucoup ou pas, par rapport à ton transit, par rapport à cette colopathie? Des aliments, les légumes. Je privilégie vraiment les légumes. Je mange moins de viande rouge qu'avant. Ok. Je mange plus de poisson, de viande blanche. C'est surtout les sauces en fait. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. J'essaye de manger le plus naturel possible. Ok, oui, brut, ouais. Voilà, brut. C'est-à-dire, voilà, Pas de choses trop un petit peu de beurre, un peu transformées. d'huile d'olive, mais pas trop cuit. Par exemple, les barbecues, c'est vraiment, tu vois, pas calciné, mais trop cuit, ça me va pas. Tout ce qui est frit ou trop cuit, Ouais, c'est pas possible. les frites, c'est pas possible. Les frites, je peux plus. Ouais. Les beignets, certains beignets, ça va m'écurer. Il faut vraiment que je fasse attention à tout ça. Ok. Donc, j'adapte. Et manger cru, je suppose que c'est pareil, ça va être compliqué. Ben, pas tant que ça. Parce que toi, t'es plus dans la constipation, en fait. Ben, j'ai les deux, en fait. Ouais, t'as les deux. Moi, j'alterne tout le temps. Là, par exemple, cette semaine, c'est plus constipé. C'est-à-dire que quand tu as des semaines qui sont plus constipées, est-ce que tu manges justement des choses qui t'aident plus à digérer comme ça, là? Oui. Et les semaines où tu as plus dans l'idée diarrhée, est-ce que tu vas manger des choses beaucoup plus consistantes? Oui, mais j'adapte, voilà. J'adapte suivant. Si je suis constipée, j'adapte. Si je suis plutôt en mode diarrhée, j'adapte aussi. Ok. Et vu que tu as l'alternance là des deux, comme ça, est-ce que c'est... Enfin, je veux pas dire, est-ce que c'est quelque chose de régulier? Est-ce que tu sais que, par exemple, cette semaine, tu dis, ah bah là, je vais être constipée, la semaine d'après, je vais forcément avoir la diarrhée ou vice-versa? Non, tu sais jamais à l'avance? Non, je sais jamais à l'avance. C'est pas du tout régulier. Ça peut basculer, même la même journée, ça peut basculer. Ouais. Le matin, par exemple, je vais être constipée et le soir, bam. Et ça, tu le sens vraiment, c'est assez instantané? Je veux dire, tu sais tout de suite comment va être ta semaine? Non, c'est vraiment au jour le jour, moi. C'est vraiment au jour le jour que je
Ah oui. Oui, oui, non, Et non. d'un point de vue professionnel, c'était pas dur pour toi d'adapter tes plats du coup le midi parce que je pense que tu dois préparer un petit peu en avance. Mais Ben, est-ce que tu dis bah là, ah là ça va pas, je vais faire tel plat quoi. ben, en fait, quand vraiment je vois que c'est quelque chose que je vais pas digérer, bah tant pis. Par exemple, si j'ai préparé un Tupperware, que c'est quelque chose que je vais pas digérer, bah tant pis, je vais aller en ville et je vais me prendre quelque chose traiteur ou tu vois ou Ouais, bien voilà. sûr. Mais j'essaye quand même de plus en plus d'être Ouais, en de accord plus. avec mon corps. Ouais, d'accord, plus en accord. Ouais. Et est-ce que, comment dire, par rapport à toi, quelles ont été les réflexions que tu as pu avoir par rapport à la colopathie fonctionnelle pour des personnes qui, bien sûr, quand on dit des réflexions, c'est souvent les gens qui ne savent pas ce qu'on a. Parce que ceux qui savent ce qu'on a, ils sont pas pareils au niveau de nous. Ouais, Mais quelles sont les réflexions que toi, tu as pu avoir et que, voilà, forcément qui t'ont blessé indirectement? ah bah en fait, les réflexions, c'est plus, tu vois, on pense que je suis une maniaque tu vois, des calories, alors que c'est pas du tout ça. Tu vois, on croit que parce que je mets pas de sauce, ça y est, madame, elle fait un régime hypocalorique, alors que c'est pas du tout ça. Ouais, Les réflexions, c'est, ben, comme je te disais, mes enfants, mes conjoints au niveau familial, où on me traite de péteuse, parce qu'ils savent que je suis une péteuse, je peux facilement, voilà, lâcher des paix. Oh, sinon, c'est... Non, j'ai pas trop de réflexion. Finalement, les gens sont bienveillants quand même. Parce ouais. qu'une fois que je leur ai dit, bah non, j'ai un problème, parce que moi, je le dis très T'as facilement. pas peur d'en parler, Non, ouais, j'ai pas peur du tout d'en parler. J'ai mis des années, hein, mais maintenant, je pense que c'est la maturité aussi de l'âge. J'ai bien sûr. 57 ans bientôt. J'en parle facilement. Je dis, bah voilà, j'ai des problèmes d'intestin. Donc, vous allez m'entendre peut-être faire du bruit. Peut-être que malheureusement, voilà, je vais avoir une petite flatulence que je vais pas pouvoir retenir. Et puis, peut-être qu'un jour, vous allez me voir où je vais avoir, voilà, des Hmm, problèmes de fuite, quoi. d'accord. Et les gens, ils ont plutôt bien accueilli Oui, ça. oui, il y a quand même de la bienveillance, oui. Ok, Oui, oui, ok. oui. C'est-à-dire que le regard des gens n'ont pas changé par rapport à toi, mais du coup, ils sont plus dans le respect par rapport Oui, à ce que oui, oui, tu... oui. Non, au contraire, les gens disent, ah oui, mais quand même, tu continues à vivre normalement. Ils sont contents que je vienne avec eux au resto. Ils me disent, mais que tu fais plein de trucs, tu t'apitoies pas sur ton sort. Voilà, C'est c'est ça, ça. ok. C'est ça. Ok, ok. Et qu'est-ce que je voulais dire t'as dit que voilà, ça a mis un peu de temps, mais maintenant, t'as pas eu de souci à en parler. Est-ce que, par exemple, pour une personne qui serait gênée d'en parler ou de dire ça, toi, comment tu as amené les choses? Quand il y a des personnes qui, voilà, est-ce que direct t'as dit, bah, excusez-moi, je vous explique, j'ai un petit souci. Est-ce que t'es allé direct comme ça ou t'as attendu d'avoir une réflexion ou quelque chose pour réagir? Bon, en fait, Qu'est-ce qui a déclenché justement cette idée de, enfin, j'avoue que j'ai ça et j'en ai pas honte, ça fait partie de moi, quoi. bon, en fait, c'est quand j'ai un symptôme qui est bruyant, par exemple. Par exemple, comme mon ventre qui gargouille et qui fait du bruit. Quand on me dit, oh, mais tu dois avoir faim, Nathalie, tu veux un petit gâteau, quelque chose? Je dis non, et puis là, j'explique, en fait. C'est quand la situation, Se devant le fait présente. accompli, voilà. Quand devant le fait accompli, sinon, je suis pas là tout le temps à parler de ma problématique, mais c'est quand on entend ou qu'on voit, hein, Mm. et ben là, je dis, bah, excusez-moi, mais voilà, j'ai une colopathie fonctionnelle, j'y peux Ouais, bien sûr. rien. Ou alors quand on va au resto, je dis bah il y a des choses que je pourrais pas manger, je suis désolée. Si sur la carte il y a pas de voilà, il y a des choses des plats en sauce ou autre, et je dis il y a des choses que je pourrais pas manger, mais je vais manger, je vais adapter. Voilà, je Ok. m'excuse. Et t'as déjà croisé beaucoup de personnes qui ont des soucis digestifs comme ça? Ben, en fait, le fait d'en parler, eh ben, ça libère la parole des autres. Et C'est plus tu en exactement ça. parles, et plus les gens te disent ah ben moi aussi, ah ben moi j'ai voilà, moi j'ai une maladie de Crohn, moi j'ai aussi une colopathie fonctionnelle, j'ai un côlon irritable, peut-être que j'ai la même chose que toi, mais je suis pas encore diagnostiquée. Du coup, bah, ça leur met la petite puce à l'oreille, ils vont peut-être aller voir leur gastro ou dire au médecin de leur Ouais, bien sûr. prescrire des Qu'est-ce que... examens. Ouais. Donc c'est ça en fait, c'est le fait d'en parler. Je suis, moi, pour vraiment la parole libre, c'est-à-dire que ça peut aider les autres. Mm. Donc, autant en parler. Bien sûr. Je n'ai plus aucune retenue par rapport à ça. J'ai plus du tout de honte de quoi que ce soit. Il faut savoir qu'en plus, avec Nathalie, c'est moi qui lui ai parlé un petit peu de tout ça Ouais, et que ça a enclenché quelque chose qui nous a voilà. enclenché justement, bah là, cet C'est ça. enregistrement. C'est ça. Parce que c'est vrai que, bon, par rapport à Nathalie, il y a des choses que je me retrouve. C'est vrai que moi j'ai eu aussi des réflexions, mais c'est vrai que moi j'ai eu un peu plus de mal à en parler. Mais c'est aussi peut-être mon âge, hein, parce que là, moi, là, au jour de l'enregistrement, j'ai 34 ans.
Donc forcément, j'ai pas encore cette maturité que toi tu as. Mais après, ça va venir petit à petit parce que voilà, forcément, je fais cet enregistrement, il y a des gens qui vont m'entendre. Après, j'avoue que des fois, c'est handicapant et vachement bloquant parce que j'ai eu, ce qu'elle disait Nathalie, les bruits au niveau de l'estomac, que les gens disaient « Ah, t'as peut-être faim ?» Non, j'ai pas faim et je savais ce que c'était. Et j'arrivais pas à faire taire ces bruits. Mais c'est surtout, moi, ce que j'ai eu, c'est beaucoup de ballonnements. Donc moi, je suis pas dans la partie... moi, je suis plus dans le syndrome de l'intestin irritable où j'ai pas la partie constipation diarrhée, mais j'ai plus la partie ballonnement. Et le ballonnement, les réflexions que j'ai pu avoir, c'est « Oh, t'es enceinte depuis combien de temps ?» Non, je suis pas enceinte et du coup, ça fait un gros malaise parce que les gens croient que tu es enceinte de 3 mois alors qu'en fait, non. Et ça, c'est quand je suis dans une grosse crise. Et Dieu sait que je fais aussi beaucoup de sport. Et bon, voilà, qui dit sport, dit legging, dit crop top, dit... Et quand je suis en phase de crise, non, je mets pas ces choses-là, je cache. Parce que voilà, j'ai un ventre qui est gonflé, qui est ballonné comme pas possible. Et vraiment, tout le monde croit que je suis enceinte alors qu'en fait, pas du tout. Le lendemain matin, je vais avoir un ventre hyper plat. Voilà, mais c'est assez handicapant parce que forcément, qui dit ballonnement, dit aussi des fois, oui, quelques flatulences, hein, forcément, parce que ballonnement, c'est en lien avec, on peut avoir des ballonnements par l'aérophagie, donc pas du tout un problème lié à la digestion, mais problème du fait qu'on avale trop d'air quand on mange, sans s'en rendre compte. Aussi, par rapport à ce qu'on mange, il y a des choses qui fermentent plus dans l'estomac, et la fermentation, ça fait de l'air. Voilà, ça nous fait des petites bulles d'air et ces petites bulles d'air, il faut qu'elles sortent quelque part. Donc il y en a qui vont faire des rots, d'autres qui vont faire des paix. Voilà, on a chacun notre façon d'extérioriser. Et il faut que ça sorte de toute façon, parce que garder en soi, c'est comme un ballon de baudruche, à un moment donné, ça va exploser. C'est pas possible. Et après, il y a aussi le ballonnement, il y a aussi ce transit qui peut être au ralenti, lié aux hormones. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous, les femmes, quand on a nos périodes de menstrualité qui vont arriver, tout fonctionne un peu au ralenti, un peu n'importe comment, parce que voilà, ça travaille aussi, hein, les ovaires. Mine de rien, notre partie intime va travailler avec la partie digestive, parce que voilà, notre petit microbiote, on appelle ça le déséquilibre de notre flore intestinale et vaginale, va un petit peu ensemble. Donc voilà, il faut avoir des bactéries dans le corps, mais pouvoir avoir des bonnes bactéries. Et tout ça, voilà, si c'est déséquilibré, si on a tout ça, ça peut créer toutes ces crises. Et le stress, j'en reviens encore au stress parce que moi je sais que quand je suis très stressée, c'est une catastrophe. Après, d'un point de vue blocage professionnel pur et dur, il y a ce côté ballonnement. Voilà. Il y a ce côté aussi quand on n'a pas le temps de manger. On nous demande de manger en 15 minutes. Moi, j'ai un exemple assez concret, c'est que je faisais du sport entre midi et 2 en me disant, voilà, je vais rentabiliser ma journée parce que j'ai pas le temps de faire du sport et le soir, c'est pas forcément ce qu'on conseille, hein, de faire du sport tard le soir parce que ça aide pas à l'endormissement, enfin voilà. Mais des fois, on n'a pas le choix quand on finit des fois le travail très tard. Et je me suis retrouvée à faire ce qu'on appelle du biking, donc c'est du vélo en salle, en cours collectif, qui est souvent à des horaires entre midi et 2. Et on se dit, bon, on mange avant le cours ou après le cours. Manger avant avec les problèmes de colopathie, même Nathalie est d'accord avec moi, les problèmes de colopathie ou de syndrome voilà, irritable, si on mange avant, c'est foutu, on vomit tout ce qu'on a mangé, c'est même pas la peine. Et manger après, le problème c'est qu'on n'a pas forcément le temps de manger vite, ça crée la crise. Voilà, donc moi par exemple je me suis retrouvée à manger des soupes, donc le truc pas très nourrissant parce qu'à 16h on a faim. Mais en même temps, voilà, quand on n'a pas le choix, c'est ça, quand on a la crise, voilà, on peut pas manger ce qu'on veut non plus. Ouais. Et justement j'allais te demander, toi, est-ce que tu as eu des professeurs, hormis un gastrologue, est-ce que tu as vu d'autres médecins? Et est-ce qu'ils t'ont proposé des solutions? Est-ce que tu as été sous traitement? Qu'est-ce que tu as eu, Nathalie? Alors, moi, en fait, j'ai été suivie par un gastro-entérologue, donc à l'hôpital de ma ville, à Bourg-en-Bresse, qui me suit depuis l'hélicobactère. Donc, c'est lui qui a soigné mon hélicobactère, c'est lui qui m'a fait les coloscopies. Et concrètement, la dernière crise que j'ai faite, qui était assez puissante, c'était assez douloureux, il m'a dit, malheureusement, j'ai pas de solution miracle. Il m'a parlé d'un médicament, mais qui n'était pas encore sûr, dont je n'ai pas retenu le nom, mais il m'a dit, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de résultat vraiment positif.
Donc, il m'a dit continuez comme vous faites, c'est-à-dire faire attention à ce que vous mangez. Voilà. Il m'a dit qu'il y avait une chronicité qui était là, que malheureusement, je pense que ça allait me suivre, enfin que voilà, que ça ne se guérit pas. Mais de temps en temps, quand même, maintenant, on a espacé à tous les 6 ans. Je continue à aller le voir pour faire un petit bilan. Ok. Voilà. Oui, quand même, pour faire un petit check-up. Oui, un petit check-up, oui. Ouais, parce que là, le médicament que tu prends, c'est quelque chose que tu prends de manière régulière ou c'est juste quelque chose pour calmer quand tu as des périodes de crise? Là, pour la colopathie, je ne prends plus rien. D'accord. Vraiment, je prends que l'antidiarrhéique quand vraiment c'est... Oui, comme tu disais, quand tu vas faire du sport voilà, à haute intensité, quand ça c'est peut long. comme ça peut, voilà, pour pas être gêné à l'extérieur. Moi, sinon, j'évite de prendre trop de médicaments. Bien sûr. J'essaye vraiment d'adapter mon régime alimentaire. Oui, parce qu'après, ça va attaquer ton foie. Enfin, c'est ça. Je veux pas fragiliser. Puis comme j'ai ma gastrite, je veux pas fragiliser mon estomac plus que ça. D'accord. Parce que là, toi, tu as d'autres pathologies qui sont pas forcément liées à l'appareil digestif. Est-ce que tu pourrais en parler justement? Pourquoi justement tu refuses de prendre autant de cachets? Parce que c'est lié aussi à d'autres pathologies que tu as. Et comment tu arrives à combiner, à vivre un peu avec tout ça, quoi? Parce que c'est pas simple. Alors en fait, oui, j'ai depuis 2012 une maladie auto-immune donc, qui s'appelle le rhumatisme psoriasique. C'est un nom barbare. Moi, j'ai eu la chance dans mon malheur, c'est que je n'ai pas développé le psoriasis parce qu'on peut, dans cette maladie, on peut développer le psoriasis avant, après les rhumatismes ou alors le sens inverse. Et moi, j'ai eu cette chance parce que très vite, comme je supportais mal les anti-inflammatoires à cause de ma gastrite, et beaucoup de médicaments parce que en fait le professeur qui me suit sur Lyon, parce que là pour le coup c'est un professeur, tout le temps on va par étapes, c'est-à-dire qu'on prend les anti-inflammatoires, on voit si ça marche, on prend d'autres médicaments et jusqu'à obtenir la biothérapie. Moi j'ai obtenu la biothérapie, c'est-à-dire qu'on met à plat les anticorps. C'est pas vraiment une chimio, mais c'est une petite chimio, on va dire. C'est-à-dire qu'on met à plat les anticorps pour pas qu'ils nous attaquent eux-mêmes. Parce que comme c'est nos propres anticorps qui nous attaquent, ils peuvent attaquer les os, ils peuvent attaquer les tendons, ils peuvent attaquer tout. D'accord. Ouais, parce que c'est articulaire. Hein, oui. Alors moi, du coup, c'est des douleurs. En fait, quand je suis allongée ou quand je suis assise longtemps, c'est pénible. C'est des douleurs et surtout dans ces maladies auto-immunes, c'est une grande fatigue. C'est-à-dire que c'est une lutte tous les jours pour te lever, pour faire les choses. C'est une fatigue. Si tu t'écoutes, en fait, tu fais plus rien. Parce que si tu t'écoutes, tu as envie de t'allonger et basta, quoi. Mais en fait, il faut te dire, allez, le mouvement crée le mouvement. On y va. Voilà, chacun a de sa technique. Moi, ma technique, c'est, comme on en parlait, c'est le sport. Oui, parce que même si je suis crevée, le fait de faire du sport, du coup, ça va me mettre dans une dynamique. Et en même temps, comme je suis très raide, le fait de chauffer mes muscles, mes anthèses, parce que moi j'ai beaucoup de tendinite, en fait ça attaque beaucoup les tendons et les anthèses, et du coup ça va me faire du bien. Même si après je vais le payer parce que bien sûr après le corps, il dit oh, tu m'as secoué, mais ça fait du bien. Et à la tête, parce que c'est important, il faut pas se dire ouais j'ai une maladie chronique, je vais jamais guérir, ça sert à rien. C'est pas productif. Et finalement au corps. Hein. Donc c'est pour ça que je continue cette dynamique. Après, en 2019, parce que ça c'est pas fini, en 2019, en fait, je m'aperçois pendant une course justement que je me pisse dessus. D'accord. Mais c'est pas le petit pipi, tu sais, comme tu as le périnée qui est un peu fatigué. C'est pas du tout ça, mon périnée est bon, parce que moi j'ai tout le temps fait la rééducation périnéale après mes accouchements. On m'a toujours dit que mon périnée il était ok. C'est un pipi, mais vraiment comme tu es aux toilettes. Tu es aux toilettes, et puis tu fais pipi, donc tu es trempé. Et en même temps, ma vessie se contracte de plus en plus. C'est-à-dire, je vais 14-15 fois par jour aux toilettes, jour et nuit. Ça se contracte, ça se contracte. Donc pareil, je fais un bilan. Là, je vais dans un autre hôpital lyonnais pour faire un bilan urologique complet. Donc on m'a tout fait, cystographie de la vessie, on m'a mis une caméra dans la vessie. J'ai fait un bilan urodynamique, on te teste ta débimétrie au niveau de l'urine, etc. Et là, on m'a dit, vous avez une vessie neurologique. Donc neurologique veut dire il faut trouver d'où ça vient, du système nerveux, mais où, etc. J'ai passé un électromyogramme, j'ai passé des scanners. On n'arrive pas à voir d'où ça vient parce que le système nerveux est trop complexe.
il y a quelque chose qui déconne dans le circuit, on va dire, neuronal, le circuit électrique, mais on ne sait pas. Donc, j'ai fait de la rééducation tibiale. C'est un appareil qu'on met dans le tibia et qui te balance, parce qu'il y a un lien. Alors, je ne sais pas, je peux pas expliquer, je ne suis pas médecin. En fait. Un lien réflexe entre le tibia qui balance D'accord. de l'électricité. Et je suis en attente d'une opération qui s'appelle une neuromodulation des racines sacrées. D'accord. C'est-à-dire qu'on te met un boîtier, donc là, à l'intérieur du corps, Ok. un boîtier qui te balance des ondes électriques, Ok. mais avec que 60% de résultats. Donc là, je suis encore oui, non. Maintenant, ma vie, elle a changé, certes, c'est-à-dire que dès que je vais courir, je suis obligée de mettre des... C'est pas des petites compresses de règles, Oui, hein, je c'est vois. des grosses... Ah oui, voilà, t'as aussi cette contrainte-là. des très très grosses couches, parce que je sais que je vais faire... Mais ça, est-ce que c'est la course à pied qui favorise aussi ça? Parce que la course à pied, quand même, mine de rien, ça a beaucoup d'impact. La course à pied peut favoriser chez beaucoup de femmes des petites fuites urinaires, parce que la vessie, c'est vrai que ça peut te la relâcher. En plus, avec l'âge ou avec les grossesses, Bien sûr. ça peut avoir un impact chez nous les femmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de coureuses qui se plaignent de fuites urinaires. Mais moi, après cette batterie d'examens, on a vu que c'était pas que ça, parce que ma vessie, elle se contracte, tac, tac, même quand je suis au repos. Tu vois, elle se contracte. D'accord. Elle se contracte. Quand ça se passe, ça, en fait, tu sais pas si ça va venir. Tu le sais que ça vient. Voilà. J'ai déjà, par exemple, loupé un avion. J'ai raté un avion, on m'a pas remboursé, bien sûr, parce que je me suis fait pipi, parce qu'il y avait du retard aux douanes. Les douanes, tu sais, ça a tardé, machin. J'arrive devant l'avion, je me fais pipi et je suis obligée de... Voilà. Et je rate mon avion. Donc, ça a un impact quand même. Ou alors, par exemple, si je fais un grand voyage, je suis obligée de repérer tous les toilettes. Ah oui. Pour pas me... voilà. En fait, tu dois les repérer non seulement par ta vessie et aussi pour ton appareil digestif. C'est ça. Il faut vraiment que je repère. Donc, du coup, maintenant, j'ai une carte... Oui, bien sûr. Mais maintenant, sur les téléphones, tu as des applications en plus qui permettent aussi de repérer. J'ai une carte d'inclusion maintenant. J'ai une carte d'handicapé. D'accord, reconnue. Voilà, je suis reconnue travailleur handicapé. J'ai une reconnaissance d'handicapé. Je la sors vraiment... Oui, quand il y a... Jamais. Enfin, je l'ai sortie une fois, depuis que je l'ai. Parce que en cas d'urgence. Voilà, dans un magasin, et j'ai dû vraiment insister. Le vendeur me dit, mais vous n'avez pas l'air handicapé. Ah, ça parce aussi, c'est une qu'il y a réflexion. Ce genre de réflexion. Je lui dis, si vous ne me laissez pas passer, je fais pipi dans votre magasin. Donc là, il a compris, et là, il m'a laissé accès aux toilettes des employés. Mais comme c'est des maladies invisibles, c'est ça. C'est difficile. On sort la carte d'handicapé, oui. On regarde, on se dit... mais il y a des handicaps qui sont... mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est bien que tu en parles. C'est pour ça que je fais souvent un attrait entre l'image, parce que vu que je suis dans la photo, c'est vrai qu'on se dit, bon, quelqu'un qui est en photo, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou quoi, on se dit, ces gens-là, ils n'ont pas de problème, ils sont bien physiquement, ils font du sport, ils sont en pleine santé. Non, des fois, c'est même ceux qui font plus de sport qui ont plus de soucis de santé. C'est juste que ça se voit pas. Comme tu dis, c'est invisible. Un sourire peut cacher une tristesse, bien sûr. Un muscle peut cacher en fait une compensation parce qu'on doit se battre et lutter contre quelque chose. C'est ça. Donc on voit plus ça comme le culte de la plastique parfaite, alors qu'en fait il y a beaucoup plus que ça à travers le sport, et t'es pas la première à dire que le sport ça libère de quelque chose, ça libère le corps, ça libère l'esprit. Donc, mais oui, c'est vrai que ça, je trouve ça un petit peu moyen que les gens, alors qu'ils ont une carte qui existe, qui est faite pour ça, que les gens ne croient pas qu'il y ait cette maladie. C'est ça, il y a une incompréhension. En fait, à partir du moment où les gens ne sont pas amputés d'une jambe, qu'ils ne sont pas en fauteuil roulant, on croit que les gens ne sont pas handicapés, alors qu'en fait, il y a un handicap qui peut être aussi en interne, qui est des fois plus important et plus grave. Parce que là, on a parlé tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui peuvent avoir le cancer du côlon, la maladie de Crohn. Et ça ne se voit pas. Non, la personne peut être tout à fait normale, on peut parler avec elle, on se rend pas compte, on peut être autour d'elle, autour d'un repas et pas se dire ce soir elle va finir aux toilettes quoi. C'est ça. Ça ne se voit pas. Non. Et on se doute pas que les gens ils font pas leur difficile d'un point de vue nourriture, ils font pas leur difficile parce qu'ils veulent pas sortir au resto avec les gens, ils sont pas insociables, ils sont pas difficiles, c'est juste que ils ont des pathologies qu'ils ne veulent pas forcément parler et du coup ils se cachent de ça et ça les handicape socialement. Et aussi, même eux, dans leur vie du quotidien, parce que j'allais dire, toi, t'es une maman qui accomplit, t'as tes enfants et tout, mais c'est vrai que peut-être une jeune femme, c'est peut-être compliqué avec le partenaire s'il n'est pas dans l'écoute, de se dire, bon, écoute, j'ai des petits soucis de santé. Et je sais pas si avec la grossesse, il y a des choses qui se stoppent ou pas, ou si ça aggrave, parce que la grossesse peut aussi, niveau digestion, aggraver un peu le truc.
Donc voilà, c'est pas simple, je pense, de vivre avec ça au quotidien. Donc toi, en fait, par rapport à ce que tu as vécu, tu n'as pas vraiment eu en fait de solutions en fait en soi qui sont présentées à toi. Tu as eu des médicaments voilà, qui t'ont soulagé, je pense, pendant des crises, mais sinon tu as juste plus un suivi réellement médical que des solutions proposées. Oui, oui, pour la colopathie, en tout cas, il n'y a pas eu de solution miracle. C'est vraiment, voilà, faire attention à son alimentation et puis éviter, c'est vrai, parce que ce soit pour la colopathie fonctionnelle ou les maladies auto-immunes, le stress, tout le temps, tous les professeurs, les médecins le disent, c'est un facteur aggravant, voire déclenchant. C'est-à-dire que moi, au début, par exemple, de mon rhumatisme psoriasique, la première chose que le professeur m'a dit, qu'est-ce qui est arrivé ? Au moment où ça s'est déclenché, en 2012, que vous est-il arrivé ? Parce que parfois, on a le gène en nous, on a une faiblesse, par exemple un intestin fragile, etc. Mais parfois, il y a un déclencheur, ou alors un stress permanent, un boulot stressant, un deuil, une séparation. Enfin, il peut y avoir plein de... Et c'est vrai que quand on est en stress, moi, je sais que quand je suis stressée, j'ai plus de douleur. Mes intestins, c'est du grand n'importe quoi, je digère très mal, c'est ce que tu disais, hein, quand on est stressé. Ma vessie, elle se contracte encore plus. Okay. Alors, c'est vrai que je travaille sur ça. Il faut aussi travailler, je pense, sur son stress. Si on a un job trop stressant, essayez d'en trouver un autre. Ouais, donc t'es obligée une de changer, reconversion quoi. professionnelle. Si au niveau familial, ça ne va pas, voilà, qu'est-ce qui ne va pas, essayer d'arranger les choses. Mais ouais, c'est... Parce que moi, je me suis accordée depuis 3 ans maintenant, une période dans l'année où je pars toute seule. C'est-à-dire, j'ai pas le mari, ni les enfants, ni les chiens, rien. Je pars dans ma bulle avec mon sac à dos et je vois, il y a quand même des choses qui s'améliorent instantanément. C'est-à-dire, je digère quand même mieux, je vais moins aux toilettes, j'ai moins de douleur, je dors beaucoup mieux parce que je suis quelqu'un qui dort très très mal. Enfin, vraiment... Ton esprit s'est libéré ouais, et du coup, ça a libéré les tensions ailleurs. Ouais. Le corps-esprit, ce lien qu'il y a... Il est super important. Ok. Est-ce que tu as fait appel à tout ce qui est un peu médecine douce en parallèle ou utiliser des probiotiques, par exemple, que tu trouves en pharmacie? Les deux. Les probiotiques, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui. Alors, les probiotiques, je fais d'une cure pratiquement 2 fois par an environ. Ok. Donc, j'en prends. J'aime bien faire ma cure à l'automne et au printemps. Dans les changements de saison, j'aime bien. Et puis, les médecines douces, j'ai testé beaucoup de choses parce qu'au début quand j'allais pas bien et qu'il n'y avait pas un nom sur mes pathologies, parce qu'il y a une errance médicale, il ne faut pas se leurrer, c'est difficile de trouver le médecin qui va dire « tac, tu as ça ». Et j'ai tout testé, le shiatsu, le magnétisme, le reiki, qu'est-ce que j'ai testé encore, même des chamans improbables. Oui, bien sûr, tu as tout testé de toute façon pour enlever la douleur, quoi. C'est ça, pour aller mieux, parce que tu es désespéré et du coup tu testes tout. Il y a des choses qui fonctionnent. J'ai même testé dernièrement la sonothérapie, je n'avais pas testé. D'accord. J'ai testé une énergéticienne il n'y a pas longtemps, qui est en formation et du coup je lui ai servi de cobaye. Elle m'a quand même gardé 2h30. Ah oui. Ouais, donc c'est pas mal. Mais moi je suis très ouverte à ça. Ok, bien sûr. Je suis très ouverte au fait qu'on soit un corps et un esprit. Je pense indirectement quand tu as des pathologies en toi, donc en fait des sortes de souffrances que tu ne peux pas soigner de manière traditionnelle ou que tu ne trouves pas de solution, tu essaies justement d'éloigner de ce côté un peu médicamenteux parce que tu ne veux pas te faire de mal encore plus à ton corps. Parce que pour moi, un médicament, je pense que tu me rejoindras, c'est comme un pansement, on ne soigne pas vraiment la cause. Ouais. Et les médecines traditionnelles, oui, effectivement, il y en a qui croient, d'autres qui ne croient pas, mais c'est vrai que je pense que quand tu es dans un seuil de douleur ou de souffrance, tu es prêt à tout. Ah oui. Tu es prêt à tout tester et tu te dis qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et pour toi, par exemple, qu'est-ce qui a vraiment fonctionné ? Toi, sur ce que tu as testé. Après, comme on dit, ce qui a fonctionné sur toi, ça ne fonctionnera pas forcément sur quelqu'un d'autre. Mais toi, qu'est-ce qui a marché sur toi ? La réaction et quels a été les bienfaits que tu as pu en avoir ? Alors, les bienfaits, je sais que le shiatsu, c'est quelque chose qui me fait du bien. Le shiatsu me fait du bien. Ce qui a fonctionné aussi, c'est que là, je ne le fais plus, mais je devrais m'y remettre, c'est la méditation. J'essaye parce que c'est pas évident en plus pour quelqu'un qui... Moi, je suis assez... speed. Et méditer, je me suis dit, waouh, je ne vais jamais y arriver. Et petit à petit,
je lâche prise de plus en plus. Mais moi, je suis plus une adepte, pas la méditation où tu es assis, etc. J'ai fait à la méditation guidée, mais moi, c'est plus la méditation en marchant. Et c'est ce que je te disais, ces pauses que je fais avec mon sac à dos, je marche dans la nature. Là, j'ai l'impression d'être une méditante, mais une méditante dans la marche. Oui, donc tu restes active, mais en douceur. Voilà, en douceur, c'est-à-dire que tu as la nature. Et là, vraiment, j'ai un bien-être qui s'installe. Ah oui, je me ressource vraiment. C'est là où je suis bien, où je suis mieux. C'est là où tu es le mieux. Oui. Et ça, tu fais à peu près combien de fois Malheureusement, voilà, j'ai fait une fois par an, mais que depuis 3 ans. Une fois par an, et à chaque fois, c'est le problème des congés. Voilà, il faut prendre des congés. Parce que tu fais des très grandes marches. C'est comme des randonnées que tu fais. C'est quoi comme type de marche, ou c'est vraiment promenade, parcours de santé? Là, depuis 3 ans, c'est le Camino Frances que j'ai fait. Mais là, je vais changer de chemin, c'est Compostelle. Okay. Mais du côté espagnol, j'ai fait. Donc, c'est du 800 km. Ah ouais. Mais justement, combien de jours? Ça dépend. Une année, j'ai fait en 24 jours. Une autre année en 28 jours. Donc oui, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire. Tu connais bien ce chemin. Depuis 3 ans, ce chemin, je l'ai fait 3 fois, mais là, je vais peut-être changer parce que j'aurai pas assez de congés. Donc, je ferai peut-être un chemin plus court, sur du 15 jours, par exemple. Okay. Mais c'est vraiment partir avec son sac à dos et voilà, marcher tous les jours, 25-30 km. Voilà. Et comment tu as connu ça, les marches comme ça? Ça fait longtemps, en fait, parce que je lis beaucoup et puis... ça fait longtemps que Santiago de Compostela, en plus je suis d'origine espagnole, que ça me parle. J'avais envie de spiritualité, c'est au-delà de la religion en fait. C'est une reconnexion à la nature et à l'état brut, c'est-à-dire qu'on est tous semblables. On est là avec nos sacs à dos, nos vêtements, dans la simplicité. Et vraiment, il y a une solidarité, il y a une bienveillance, il y a un amour entre les gens qu'on trouve pas dans beaucoup de... cette entraide, cette compassion, cette bienveillance, ça te fait du bien moralement et aussi physiquement. C'est ça, et physiquement. Et d'ailleurs, on a beaucoup de gens qui ont des tas de maladies ou qui sortent de deuil très très compliqués, qui partent sur les chemins et ça leur fait beaucoup de bien. Bien sûr, ça les libère parce qu'ils pensent à autre chose. C'est ça. Oui, ils se reconnectent. Et il y a eu de très bons films. Il y a eu My Way il y a de nombreuses années. Que les Américains connaissent beaucoup. C'est pour ça que les Américains adorent le chemin de Compostelle, adorent le Camino Frances. Et il y a eu des films aussi, beaucoup de livres sur les différents chemins, parce qu'il y en a en France, il y en a partout. Il y en a qui vont partir pour Jérusalem, d'autres pour Rome. Moi, j'ai croisé un Ukrainien qui était sur le chemin de Compostelle. Il avait juste un chien et une chariote pour la guerre, comme son pays est en guerre, pour la paix. Et il était sur le retour, c'est-à-dire qu'il avait fait l'Ukraine, Kiev, Compostelle, je sais pas combien de kilomètres, je peux même pas te dire, et il était sur le retour. Donc le gars, j'avais croisé un Polonais qui était à son 4000 km. Ah ouais. Tu vois, il y a vraiment des gens qui vivent pratiquement sur le chemin, qui n'en reviennent plus, quoi. Ok, oui. Tu vois, qui partent dans un espèce de... Un parcours initiatique. Ouais, c'est ça. C'est un parcours initiatique. Vraiment, moi, j'ai pas honte de le dire. Je l'ai dit à mon mari. Bon, ça l'a un peu vexé. Mais je lui ai dit, après la naissance de mes enfants, ma plus belle expérience, c'est ça. Ok. Après, en même temps, c'est parce que ça a été très libérateur pour toi. Très libérateur, voilà. C'est pour ça que tu dis que c'est une des plus belles choses qui te soit arrivée, parce que c'est la plus belle chose qui t'a vraiment fait du bien. C'est ça. Je me suis vraiment, vraiment fait du bien. Même si elle a la douleur physique, il ne faut pas l'enlever. La douleur physique, elle est toujours là. Mon dernier chemin, l'année dernière, le 2e jour, en plus, c'était l'étape la plus grosse, là, les Pyrénées. J'avais une douleur mais affreuse à la cheville. Je me suis dit, mais c'est mort. Mais comment t'as fait, toi, justement, avec cette pathologie de rhumatologie que t'as derrière? En fait, c'est pas simple. Tu souffres, mais tu surpasses. Parce que ta tête, t'es tellement bien dans ta tête, en fait, que tu arrives à surpasser ta douleur physique. C'est quelque chose d'assez curieux. C'est impressionnant. Le corps, comme quoi il est capable de beaucoup de choses. Oui, parce que la souffrance physique, elle est là. Tu souffres. Parfois, tu te demandes comment tu vas... Quand tu enlèves le sac à dos le soir, après 6-8 heures de marche, tu te demandes si tu vas pouvoir encore marcher. Tu vois, tellement t'es... Puis parfois, tu as des ampoules, je te dis même pas, la misère. Je vois bien. Mais tu t'es transcendé, en fait. Parce que ta tête, elle est bien. Mais donc, ça prouve encore une fois que le système nerveux, psychologique... rattache beaucoup de choses en nous, quoi. Ouais, c'est ça. Rester chez soi, même si on a un confort de vie et tout,
rester chez soi, pas faire grand-chose, ruminer, parce qu'on rumine tous principalement, C'est on pas est dans bon. un monde de stressés. C'est pas bon. Et ben en fait, ça crée beaucoup de maladies en vrai. C'est pas bon. C'est pas Ouais. bon. D'où toutes ces maladies émergentes. C'est Parce ça. qu'il y a plein de nouvelles maladies émergentes. Les maladies auto-immunes sont en pleine explosion. Bien sûr. Le cancer, il y en a beaucoup aussi. Enfin, C'est malgré ça. les traitements, on n'a pas réussi à le contrer. Il y a encore beaucoup De choses à faire, ouais, bien sûr. choses à faire. Et je pense que c'est notre manière de vivre qui va pas. Ok. Et au niveau de cette initiation, au niveau marche, est-ce que tu as pris d'autres initiatives, aussi le shiatsu, mais est-ce que tu as d'autres médecines que tu as utilisées ou d'autres choses en plus aussi de la méditation? La qui t'ont fait lecture. du bien? La lecture m'a beaucoup aidée. Ouais. J'ai des livres, tu vois, il y en a partout. De partout, ouais. De partout, dans la chambre. J'aime beaucoup les livres d'expériences vécues. D'accord. Des gens qui racontent comment ils se sont transcendés, comment ils ont surmonté leurs problèmes, leurs problématiques, soit des deuils. Là, j'ai lu un livre sur une maman qui avait perdu sa fille dans un accident de voiture, comment elle a surmonté ça. Des gens j'aime bien les histoires de gens qui ont vécu des choses. Oui, qui sont écorchés vifs en fait. Qui sont écorchés, comment mais ils ont réussi à surmonter ces douleurs. C'est ça, j'adore ça. Après, je suis très ouverte sur tout ce qui est la médecine parallèle. J'aime beaucoup les lectures de ça, de développement personnel, d'ésotérisme. La psychologie, aussi. quoi. En Ouais, fait. ouais. D'accord. Ça me plaît. Bah oui, tiens, la psychologie. Dernier livre, tu vois, sur la psychologie, je suis en train de lire Secret de psy, ce qu'il faut savoir pour aller bien. Ok. Voilà. Ok. Oh c'est ouais, non, c'est cool. Après, je te rejoins parce que moi, j'aime bien aussi les trucs un petit peu comme ça, psychologiques. Après, en même temps, c'est, comme on dit, c'est quand t'as des pathologies ou des soucis, c'est vrai que t'aimes bien des fois te poser et te dire, je vais regarder un petit peu ailleurs et voir ailleurs ce qui se fait. Et mine de rien, il y a de toute façon, la vie est tellement pleine de curiosité. Il y a tellement de choses à savoir qu'on ne peut pas tout savoir. Mais c'est vrai que, vu qu'il y a des choses comme ça qui se développent, ne serait-ce que sur le psychologique ou les médecines douces, c'est vrai que c'est des alternatives qu'on ne pense pas forcément aller, ni à regarder, ni à consulter. Et je trouve ça hyper intéressant que tu en parles, parce qu'effectivement, tout ce qui est lieu un peu de pèlerinage, parce que c'est souvent là où il y a des chemins comme le chemin de Compostelle, c'est quand même un lieu de pèlerinage de base. Et des fois on va se dire c'est peut-être des gens qui suivent une secte qui font ça, mais on se dit pourquoi ils font autant de bornes, ils sont fous. En fait, c'est pas qu'ils sont fous, c'est pas parce que c'est des acharnés de sport, c'est qu'en fait il y a un truc beaucoup plus spirituel, beaucoup plus mental en fait, on lâche le mental, on fait un lâcher prise total. Et en fait c'est super bien que tu en aies parlé, parce que je pense qu'il y a des gens qui se douteraient même pas qu'il y a des gens qui font ça, qui font autant de bornes pour je vis tout. Je vis de ces années de souffrance, ces années où j'ai enduré, quoi. C'est ça. Ces combats, quoi. Ce combat, en fait, c'est une sorte d'havre de paix indirectement, certes temporaire, mais qui permet au quotidien, chaque année, de se dire je souffle un peu, c'est ma bulle d'oxygène, quoi. Je me ressource un peu, hop, après c'est reparti, quoi. Ouais, donc, et toi, tu as trouvé vraiment du bénéfice par rapport à tout ça? Ah oui, un énorme bénéfice. En plus, tu fais des rencontres magiques, parce que c'est que des gens qui sont comme toi, en fait, qui sont à la recherche de quelque chose. Et du coup, il y a des gens que j'ai rencontrés que dans la vraie vie, j'aurais jamais rencontrés. Bien sûr. Des gens qui n'ont pas le même... je me suis retrouvée, par exemple, à table avec des gens du monde entier. Il y avait un jeune homme. Par exemple, je me suis fait amie avec elle vient de quel... C'est un pays de l'Est, une Slovène. D'accord. Qui est avocate en criminologie. Dans la vraie vie, je l'aurais certainement pas rencontrée. Effectivement. Tu peux avoir des étudiants, mais il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de statut social, il n'y a plus de frontières. Bien sûr. Et parfois même tu rigoles, j'étais avec un Allemand, bon moi c'est mon anglais qui me posait problème, mais donc avec un Allemand à côté, puis à un moment donné, donc il y a un Coréen avec qui c'était famille, tu vois, Coréen, Allemand, tu vois, tout est mélangé. Voilà, tout est mélangé. Et le Coréen lui dit, lui il est chirurgien plasticien, et là ça me fait rire. Je lui dis tu as du boulot avec moi, t'as dû voir tout ce qu'il fallait retaper, tout ça. Enfin, franchement, on passe vraiment de bons moments, parce que il y a pas la seule préoccupation, c'est mettre ton sac à dos le matin, prendre ton petit déj, si tu peux le prendre sur place ou pas. Enfin bref, tu peux te contenter d'un morceau de pain, d'un petit morceau de fromage, d'une boîte de sardines, et hop, en avant, quoi.
Et c'est fou comme il y a une intériorité qui s'opère. Mhm. C'est un truc, tu es seul et en même temps, tu n'as jamais été aussi entouré. Parce que la nature t'entoure, tous les gens que tu croises, ils te font un sourire ou ils sont dans la même dynamique que toi. Non, franchement, c'est assez magique. C'est assez fou, quoi. Ouais. Et tu as déjà commencé à voir un petit peu tout ce qui est peut-être réflexologie ou des trucs un peu somatiques, ils appellent ça? Est-ce que tu penses que justement nos douleurs qu'on peut avoir à l'intérieur de nous sont liées, déjà on a parlé du stress, donc c'est une sorte d'émotion directement, mais est-ce que tu penses que ça peut être lié à d'autres types d'émotions? Oh, moi, je pense. Je pense qu'il peut y avoir même des vécus ou des traumatismes, entre guillemets. Hein. C'est peut-être pas l'immense traumatisme, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, des phases dans notre vie, quoi. Des phases dans notre vie qu'on a somatisées, puis qui, du coup, sont à l'intérieur de nous, et que ça peut provoquer des douleurs ou même provoquer des maladies. Moi, parfois, j'ai ce ressenti. Ouais, que ce qui est à l'intérieur de nous, ça peut ressortir le corps parle, quoi. Ouais, le corps parle, voilà, c'est ça. Okay. On dit bien les mots, voilà, MAUX, mais les mots MOTS, les mots qu'on n'a pas dit peut-être. Ouais, les mots qu'on ne dit pas, voilà. pour ressortir les mots de notre corps. C'est ça, c'est ça. Ok. Ouais. Ok. Et toi, tu dirais quoi à toutes ces personnes qui n'osent pas forcément parler de ça ou qui se sentent un peu seules, parce qu'il y en a certains qui n'osent pas en parler et qui sont, faut dire ce qu'il y a, quand on n'a personne à qui parler, on se sent un peu isolé. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes-là? Que moi, personnellement, je leur dirais, parlez, ouvrez-vous. Voilà, ouvrez-vous, parce que je pense qu'en parlant aux autres, en donnant aux autres la parole, on se libère soi-même. Et plus on va parler, et plus on va s'apercevoir qu'on n'est pas seul. Et ça va aider non seulement les autres, mais on s'aide soi-même. Moi, je sais que j'ai été dans des groupes de parole, dans des réseaux sociaux, au début de ma maladie, et ça m'a beaucoup aidé. Quand, par exemple, parce que ma mère avait une maladie grave aussi auto-immune, et lorsque j'ai découvert que sa maladie, elle n'était pas très, très positive, et je suis allée sur des réseaux, par exemple un groupe de parents ou de gens qui avaient sa maladie. Ça m'a beaucoup aidée parce qu'ils m'ont parlé, etc. Et je pense qu'on est liés les uns aux autres, quoi qu'il arrive. Bien sûr, on est connectés. Ouais. On est connectés. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, ça. On est des êtres relationnels, des êtres humains, on est connectés les uns aux autres, on est énergie à la base, et c'est vrai qu'il faut transmettre, toujours transmettre et toujours aider, et on donne, on reçoit, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et encore plus quand on a des pathologies et des maladies. Exactement. Mais c'est exactement ça, il ne faut pas hésiter à parler, à communiquer. Après là, c'est vrai qu'on a fait un peu un tour assez global de tout ce qui est colopathie fonctionnelle, du syndrome de l'intestin irritable. On a parlé aussi d'autres pathologies que Nathalie vit au quotidien et qui peuvent toucher aussi d'autres personnes en se disant, voilà, avec le temps, avec l'âge ou peut-être avec nos traumatismes, on développe plus ou moins des pathologies à différents niveaux. On a tous, de toute façon, c'est rare de voir quelqu'un maintenant aujourd'hui être en super bonne santé et de vieillir bien. On aimerait tous vieillir un peu bien et être bien, mais on est obligé d'apprendre au quotidien à vivre avec tout ça. Et c'est vrai que c'était assez important d'en parler parce que au niveau de l'image, quand je parlais de la photographie, c'est que justement on voit pas tout ça. Et j'utilise ce qu'on appelle de la photothérapie que je développe un peu plus parce que je permets aux gens justement de s'accompagner à travers l'image. Donc ça, c'est un travail qui est un peu plus poussé parce que ça se fait pas en une fois. J'aime bien connaître les personnes, voir un peu tout ça parce que l'accompagnement ne se fait pas forcément, surtout la photothérapie ne se fait pas forcément physiquement. La photothérapie se fait beaucoup mentalement en fait, indirectement. Parce qu'en fait, si on ne s'aime pas en photo, si on n'aime pas des choses, c'est parce qu'en fait, tout simplement, il y a un truc psychologique qui fait qu'on n'aime pas, et des fois on n'aime pas parce que voilà, on peut être avec des soucis de santé comme on a évoqué aujourd'hui, une personne qui va avoir un complexe par rapport à son ventre, par rapport à la séance, il va avoir peur peut-être que ça fasse du bruit son ventre, voilà, il aura peur de beaucoup de choses. Et du coup, cette personne, le but c'est de pouvoir l'accompagner et vraiment la détendre par rapport à ça, parce que ça reste un moment de détente. Mais c'est pour juste vous dire que des fois, ce qu'on voit en photo, on trouve ça magnifique, magique, mais on ne se rend pas compte que derrière, il y a une personne. Et derrière cette personne, elle a son histoire. Et c'est pour ça qu'on dit que chaque photo est unique.
Et là aujourd'hui, avec Nathalie, je tenais vraiment pouvoir parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui, certes, de plus en plus commence à ressortir un peu du lot, mais on a encore du mal à en parler. On a vraiment encore du mal. Donc pour moi, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à tout ce qu'on a évoqué jusque-là. Non, je crois qu'on a vraiment fait le tour de toutes ces pathologies, de tous ces problèmes et ces maladies invisibles. Parce que c'est invisible de l'extérieur, mais c'est bien là à l'intérieur. Voilà, c'est bien là à l'intérieur. Mais quoi qu'il advienne, il faut rester positif. C'est ça, exactement. Et justement, on va rester sur cette petite touche positive en vous remerciant de nous avoir écoutés. Et puis, pas hésiter à partager, à en parler autour de vous, parce que voilà, peut-être que votre voisin, votre voisine, votre ami, une personne de la famille a peut-être besoin d'entendre ça. Donc, merci Nathalie. Merci à toi. Et puis, à très bientôt. À bientôt, merci.